de m'avoir invité. Je remercie, je félicite les organisateurs de cette journée d'excellente organisation et qui me permettent de parler d'un sujet qui est l'adénomiose. D'abord, il faut définir notre sujet. L'adénomiose, il faut le rappeler, c'est une maladie, comme vous le voyez, du myomètre. C'est une maladie du myomètre. Donc, c'est à ce niveau. Où est-ce qu'il est pointeur? Voilà. Donc, c'est au niveau de ce myomètre-là qui est malade. Et donc, ce n'est pas une autre pathologie au niveau de la séreuse, c'est le muscle qui est malade. Donc, pour définir, il est très difficile de définir. Vous allez voir, la définition qui est admise actuellement, c'est cette invasion du tissu endométrial, c'est-à-dire la présence du stroma et des glandes au niveau du myomètre. Normalement, le myomètre est un muscle. Si on trouve ces deux structures, c'est qu'on parle d'adénomiose. Et en plus, ils ont associé l'hyperplasie des cellules musculaires lisses. Mais il y a un problème au niveau de cette définition parce que cette pénétration de ces glandes et du stroma, ça dépend de la profondeur. Il y a certains qui disent qu'il y a endométriose lorsqu'il a atteint déjà 4 mm. Et d'autres auteurs parlent d'adénomiose dès qu'il y a une infiltration sur 2 mm. Donc vous allez, cette difficulté de la définition impacte justement la prévalence de cette pathologie qui est très diversement appréciée. Je ne suis pas habitué à... Voilà. Et donc, il faut savoir que sur le plan clinique, parce qu'en fait, l'impact, c'est qu'on ne va pas traiter l'adénomiose. L'adénomiose, quand elle est là, elle y sera jusqu'à la fin de la vie. Donc, on va traiter le symptôme. Quels sont les symptômes de cette adénomiose? Donc, ce sont les saignements qu'on évalue par le score de Heigham, l'infertilité que vous savez qui est définie par la difficulté d'avoir un enfant au bout de 2 ans et les douleurs. Donc en fait, on va se concentrer plus sur les symptômes que sur la pathologie. Il y a eu une inversion de plaque. Cette définition-là qui est difficile a impacté, vous voyez, entre 5 et 70%. Et avant, on l'a diagnostiqué que sur pièce d'hystérectomie. Et vous voyez que même les pathologistes, en fonction de la profondeur de cette étude, voyaient trouver plus de 50% de plus de pathologies lorsqu'ils avaient plusieurs sections. Et en matière de prévalence, vous voyez que 30%, c'est-à-dire une femme sur 3 en âge de procréer, a une adénomiose. Et ces données-là scientifiques ont bouleversé complètement la prise en charge et de plus en plus, on est en train de penser à comment on va traiter ces symptômes de l'adénomiose parce que on n'a pas beaucoup de possibilités de le faire. Et vous voyez que ce soit l'écho ou l'IRM, le diagnostic est pratiquement exactement le même. Donc retenez que pratiquement une femme sur 3 en âge de procréer a une adénomiose. Alors cette plaque est importante, c'est pour vous montrer la physiopathologie de l'adénomiose. Il y a 2 phénotypes de l'adénomiose. L'adénomiose diffuse, c'est la fameuse zone de jonction entre le myomètre et l'endomètre. C'est à partir de là que tout va partir. Alors que pour l'adénomiose focalisée, c'est au niveau, c'est une complication pratiquement de l'endométriose profonde. Et elle est souvent, presque à 90%, associée à une adénomiose profonde. Et c'est une complication de cette endométriose au niveau du torus, au niveau de profonde, qui va rentrer ici. Et donc, c'est pas au niveau de la zone d'onction. Donc, 2 entités physiopathologiques. Et donc, on revient à cette zone de jonction, il faut qu'on se la mette dans la tête parce que tout, pour l'adénomiose diffuse, va démarrer de là. Et cette zone de jonction, maintenant, on est capable de la voir ici, au niveau de l'échographie, qui est cette interface-là entre le myomètre
l'endomètre et le myomètre, et au niveau de l'IRM, qui est quantifiable, et on peut la mesurer, et elle est supérieure, lorsqu'elle est supérieure à 12 mm, il faut y penser. Et tout ça est différent de la zone de jonction anatomique, qui est le tiers interne du myomètre. Tout le tiers interne, c'est à partir de là. Mais qu'est-ce qui caractérise cette zone de jonction? C'est cette richesse en myocytes. Et cette richesse en myocytes, elle est hormonodépendante, et c'est à partir de qu'on la voit en premier trimestre, on la mesure en première phase de cycle ou à la fin du cycle, c'est pas du tout la même chose. Donc, vous voyez que cette zone de jonction, elle est hormonodépendante, et elle est rythmée par le cycle, par la ménopause, par les traitements œstrogéniques, et on peut la réactiver par les traitements substitutifs hormonaux. Bon, l'adénomiose, il faut savoir que ce n'est pas spécifique à l'Algérie, ce n'est pas spécifique à Béjaïa, il y a un retard de diagnostic, et l'effort de ces journées, c'est d'améliorer ce délai de diagnostic qui est en moyenne dans le monde de 9 ans, pratiquement, ce qui est énorme, entre le premier symptôme. Donc, il faut dire que l'adénomiose coexiste souvent avec les principaux phénotypes de l'endométriose, qu'ils soient au niveau superficiel, qu'ils soient au niveau de l'endométriose profonde, endométriose ovarienne, qui est diagnostiquée par l'échographie, que ce soit au niveau de l'endométriose profonde, et vous voyez que la coexistence est pratiquement de 93%. Mais souvent, quand on a une endométriose, on n'y pense pas, mais il faut y penser à l'adénomiose, parce qu'une femme sur 3 peut l'être. Par contre, l'examen clinique est, heureusement que l'adénomiose est souvent asymptomatique, mais l'examen clinique est rarement positif. Il est souvent normal. On peut avoir un large utérus. L'essentiel, c'est d'y penser devant toute pathologie associée qu'on a fréquemment, le fibrome, les hypertrophies de l'endomètre et surtout l'endométriose. Quel est le diagnostic différentiel? Dès qu'on a une adénomiose, il faut penser au fibrome. Et la différence entre l'adénomiose, qui a une vascularisation en peigne fin, par rapport au fibrome qui a une vascularisation périphérique. Et ici, vous voyez un adénome qui n'est pas du tout vascularisé. Donc, mettez le Doppler. Ça peut vous aider à faire le diagnostic différentiel. Maintenant, il y a un vrai hirak en imagerie, une vraie révolution qui a permis un meilleur diagnostic de l'adénomiose par l'imagerie. L'échographie, à partir de ces dernières années, fait aussi bien, sinon mieux que l'IRM dans le diagnostic de l'adénomiose. Comment elle le fait? Vous voyez ces petites images anéchogènes qui sont dans le tiers interne du myomètre. Au niveau de la coupe frontale, vous voyez qu'il y a des îlots d'endomètre. Là, c'est la cavité utérine. Et après, il y a des îlots d'endomètre qui rentrent dans le myomètre. On voit très bien. Et cette zone de jonction qu'on a dit tout à l'heure, qui était l'interface entre l'endomètre et la cavité utérine, vous voyez qu'à ce niveau-là, regardez, on la voit ici, après, on la voit plus. D'autres techniques, comme l'IRM et l'hystéroscopie, ont amélioré et ont optimisé les résultats de diagnostic de cette pathologie. Mais attention, parce qu'on voit souvent, maintenant on est devenu performant, on ne peut pas faire le diagnostic sur un seul signe. C'est pas parce que il y a une asymétrie des parois de l'utérine, vous voyez que la face postérieure et la face antérieure, c'est pas la même valeur, la même mesure. Donc c'est pas parce qu'il y a un signe, il faut, dans cette étude, elle montre qu'il faut qu'il y ait au moins 3 signes pour que vous concluiez en bas qu'il s'agit bien d'une endométriose. Et les 3 signes, c'est ceux que vous voyez ici. Donc, c'est un utérus globuleux, l'asymétrie du myomètre, l'hétérogénéité du myomètre et les kystes myométriaux. Le 3D, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez, c'est une déstructuration de celle-là, c'est un utérus normal. Et ici, c'est une adénomiose. La cavité utérine est totalement déstructurée et donc il faut y penser. L'hystérosonographie peut apporter un plus, mais n'est pas très symptomatique. Mais vous voyez que par contre, lorsqu'on a des signes positifs, le liquide rentre dans les cryptes glandulaires
à ce moment-là, elle peut apporter un plus. L'IRM fait le diagnostic par 3 critères qui sont l'asymétrie des parois, les spots hyperintenses et la zone de jonction qui est mesurée à plus de 12 mm. L'hystéroscopie, vous voyez, n'est pas spécifique, mais elle peut voir ces cryptes glandulaires, parfois une hypervascularisation et les fameux kystes bleutés que vous avez vus qui peuvent faire le diagnostic. L'hystérosalpingographie, dans le temps, elle était intéressante parce qu'elle nous montrait cette image d'endomètre, c'est la même chose que l'échographie, mais au temps d'aujourd'hui, l'hystérosalpingographie n'est indiquée que pour apprécier la perméabilité tubaire et encore les causer la supplanter un petit peu. Alors, pourquoi on parle de l'adénomiose? Vous voyez, le nombre d'hystérectomies est énorme. L'objectif est d'essayer de réduire ce nombre d'hystérectomies. Pourquoi on va les réduire? Parce que les femmes, maintenant, même si elles ne désirent plus de grossesse, veulent garder leur utérus. Et en plus, qu'il faut reconnaître que la mortalité et la morbidité de l'hystérectomie n'est pas nulle par rapport aux autres traitements. Alors, comment traiter l'adénomiose? On a dit, on ne traite pas l'adénomiose, on traite les symptômes. Et ce que vous voyez ici, que ce soit les traitements hormonaux, c'est-à-dire la pilule, que ce soit les gonadotrophies, les agonistes de l'ALH, le décapeptile, le Mirena, les ultrasons focalisés, l'embolisation des artères utérines, l'hystéroscopie, parfois l'hystéroscopie rajoutée aux analogues, ceux-là, ce sont des armes thérapeutiques pour traiter l'hémorragie, c'est-à-dire un symptôme de l'adénomiose qui est l'hémorragie, qui sont les alternatives à l'hystérectomie. Alors, on va prendre quelques-uns. Le premier, le traitement médical, il est efficace, mais vous connaissez le problème des effets secondaires et le problème aussi de l'observance du traitement. Très peu de femmes, jusqu'à quand vais-je prendre la pilule? Jusqu'à quand vais-je prendre un progestatif? Le Mirena, c'est exactement la même chose. Il a une excellente efficacité, mais contre le Mirena, on a le problème des spottings, on a le problème d'expulsion des stérilés, et puis l'acné, les effets secondaires qui font que parfois il y a une intolérance au Mirena. Il y a aussi un traitement hystéroscopique qui consiste à enlever l'endomètre et une partie du myomètre, mais vous voyez qu'il y a des récidives qui peuvent être intéressantes. Mais l'avantage de cette technique, qu'elle est mini-invasive, c'est de la chirurgie, mais la moins mini-invasive possible, qui est moins douloureuse, avec une courte hospitalisation. Mais son problème, c'est qu'il y a un problème de récidive du saignement qui est net. Et vous voyez que sur cette plaque, l'endomyométrectomie, par rapport à l'endométrectomie, on a 5% de recours à l'hystérectomie, alors que pour l'endométrectomie, on a 25%. Alors, on a parlé du saignement, maintenant on va parler de la FIV. On sait que maintenant, le fait qu'il y ait présence d'adénomiose, on a 30% de moins de résultats de la FIV. La FIV fait 15%. Si la FIV, on considère que c'est 30%, lorsqu'il y a une adénomiose, elle fait 15%, avec plus de fausses couches aussi, c'est 31% versus 14%. Donc, les études ont montré que l'adénomiose a un effet délétère sur la FIV. Par contre, comment on va la traiter, on ne connaît pas trop. On pense que l'utilisation des analogues de la LHRH pourrait améliorer, c'est-à-dire faire des protocoles lents ou ultra lents qui donneraient de meilleurs résultats. Alors, ça c'était pour le résultat de la FIV. Maintenant, est-ce qu'on peut traiter la fertilité lorsqu'il y a une adénomiose? Ça, c'est une grande question. Est-ce qu'on va donner un traitement, sachant que le traitement va retarder la fertilité? La chirurgie, elle est très invasive, ou bien la fécondation in vitro, sachant que ça fait moins de 30%. Alors, vous avez l'hystéroscopie qui peut apporter un plus lorsqu'il y a des adénomyopes, comme dans ce cas-là. Vous voyez que c'est un adénomiome qui est sous endométrial directement, et on peut le traiter par l'hystéroscopie, mais aucune étude n'a prouvé qu'il y avait un résultat bénéfique sur les grossesses
à long terme, c'est des petits cas. Alors, il y a des chirurgies qui sont extensives, qui consistent en adénomiomectomie lorsqu'il y a une adénomiose focalisée, ou bien une métrectomie, c'est-à-dire enlever tout le myomètre qui est malade, mais ça devient des chirurgies qui sont extensibles et qui peuvent être difficiles. Je pourrais conclure en disant que l'adénomiose est une maladie énigmatique, fréquente, qui touche plus de 30% des femmes en âge de procréer et 2/3 des pièces d'hystérectomie, ce qui est énorme. Il faut penser à l'adénomiose devant toute douleur, devant tout saignement important, et y penser à l'association lorsqu'il y a une infertilité. L'échographie est un examen de première ligne qui est spécifique et sensible, mais par contre, l'IRM, lorsqu'il y a une association avec les fibromes, peut être intéressant. Un traitement en cas de première intention de traitements médicaux qu'on a vu, les analogues et la pilule en cas de douleur, mais malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'hystérectomie est le traitement de référence et le traitement standard de l'adénomiose. Il nous revient à nous d'essayer de diminuer ces hystérectomies, y penser aux traitements alternatifs et les protocoles longs et ultra longs pour améliorer les résultats de la FIV. Je vous invite tous le 25-26 septembre à Alger pour le congrès de l'exargopécie qui est l'Angole. Je vous remercie. Merci, Dr Benabouche. Donc, pour changement de programme, on passe directement au syndrome des ovaires polykystiques. On appelle Dr Hami pour la communication. Donc, il faut savoir que le dernier thème de la deuxième séance est annulé sur les prolapsus des organes pelviens. Donc, vous avez 20 minutes, Dr Hami. Chers maîtres, chers amis, chers confrères, honorable assistance, bonjour. D'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation de m'avoir donné l'opportunité de vous parler de ce syndrome qui n'est certes pas une sinécure intellectuelle et qui n'est pas très digeste non plus, et ce n'est pas de bon augure avant la pause déjeuner, mais c'est un sujet éminemment intéressant eu égard aux nombreuses et aux innombrables, voire incommensurables passions qu'il a pu déchaîner depuis maintenant près d'un siècle, en faisant couler beaucoup d'encre dans les prétoires scientifiques dédié à cette pathologie. Le SOPK jouit maintenant depuis juillet 2018 de nouvelles recommandations internationales sous l'égide de l'ECHRE. Alors sans trop de tergiversation, le vif du sujet. En préambule, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit de la première endocrinopathie chez la femme en âge de procréer, avec une prévalence qui est d'à peu près une femme sur 10. Cette pathologie, ce syndrome, tient également le haut des pavés du fait qu'il soit également la première cause d'infertilité par anovulation. Il a ce caractère très particulier d'avoir un diagnostic très difficile en raison du caractère très hétérogène des symptômes et surtout qui mue et qui se transforme en fonction des différents âges de la vie reproductive. Ce qui génère énormément de tableaux cliniques qui peuvent être d'ordre psycho-affectif, et ça c'est plutôt nouveau, et on accorde maintenant une dimension clinique très caractérisée à cet état de fait, mais sinon de manière assez classique et ancestralement, on connaissait les problèmes d'ordre gynécologique en rapport avec une infertilité, une irrégularité du cycle, voire même des signes d'hyperandrogynie dominés par l'hirsutisme. Et également des désordres métaboliques en rapport avec un syndrome métabolique qui potentialise les risques cardiovasculaires et celui d'avoir même parfois des cancers. Donc les recommandations nouvelles se sont établies de cette manière. Il y a eu à peu près 37 sociétés savantes de différents pays, pas moins de 71, qui ont élaboré pas moins de 166 recommandations avec des guidelines regroupés en evidence-based recommendation, clinical consensus et voire même des accords d'experts. Ce syndrome subit, comme je l'ai dit dans le préambule, des mutations au travers de la vie reproductive avec des tableaux cliniques ou bien un tableau clinique dominé par les signes d'hyperandrogynie et des irrégularités du cycle. Ensuite, avec une inversion de la tendance au profit du syndrome métabolique avec la possibilité de risques cardiovasculaires, de diabète de type 2 et même de cancer de l'endomètre.
le SOPK, comment j'aime bien reprendre cette petite image illustrative mais très simpliste pour les profanes. C'est ce que je montre habituellement à mes étudiants. Mais la réalité pour les puristes que nous sommes est tout autre et bien plus complexe. Il s'agit d'une pathologie multifactorielle, pas très bien comprise jusqu'à maintenant. Et on a longtemps pensé que l'élément fondateur était cantonné à cette hyperandrogynie purement d'origine ovarienne, par un dysfonctionnement des cellules técales. Il faut savoir que les cellules técales, c'est des cellules qui sont à la périphérie du follicule ovarien, qui est l'unité fonctionnelle au sein de l'ovaire. Une autotoxicité qui perturbe le propre développement, donc la folliculogénèse, et qui va générer l'oligo-anovulation. Mais maintenant, plusieurs hypothèses ont été développées. Donc, on parle ici de nouveauté 2019. C'est de savoir que les théories sont très hétéroclites. Il y a tout un éventail d'hypothèses qui vont du rôle génétique et épigénétique, de la programmation du phénotype de ce syndrome, mais également de la programmation neuro-endocrinienne, avec une perturbation de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, et également de l'exposition peut-être prénatale aux androgènes, et aussi du rôle de l'hormone anti-mullérienne. Donc on est passé d'une pathologie strictement ovarienne à une pathologie maintenant multifactorielle, métabolique, génétique, peut-être épigénétique et même certainement environnementale. C'est le mal d'aujourd'hui. Donc finalement, de ce schéma très simpliste emprunté à la revue ou bien au journal Figaro Magazine, on passe à un autre schéma qui est certainement plus complexe. Qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques? J'ai préféré reprendre cette interrogation qui était introductive d'un article de l'éminent Hervé Fernandez, je pense en 2009, qui posait cette question de savoir quel était le médecin qui ne connaissait pas les plaintes spécifiques des patientes souffrant de ces SOPK, où elles présentaient des cycles capricieusement longs, ces patientes en chair, c'est-à-dire obèses, et qui souffraient de problèmes d'infertilité. Donc on doit la paternité de ce syndrome à ces deux éminents chercheurs, Irving Stein et Michael Leventhal, qui ont décrit ce syndrome pour la première fois en 1935 en faisant tout simplement une description très empirique de cette patiente qui présentait une obésité, un hirsutisme associé à des troubles du cycle. Et on avait constaté chez ces patientes qu'elles avaient des ovaires avec un cortex très épais et un aspect très blanc, nacré, comme on peut le voir sur cette image célioscopique. Mais je pense que ces deux éminents chercheurs ne pensaient pas que plus de 85 ans après leur description, ce syndrome continuerait encore à déchaîner les patients et à susciter autant de discussions et de polémiques scientifiques. Donc, les critères diagnostiques ont évolué à travers les âges. Donc, du moins les premiers consensus remontent à peu près à 1990. C'est des critères du NIH, l'Institut national pour la santé américain, qui était, je pense, qui est toujours d'ailleurs sous la présidence ou bien la direction d'un Algérien, je pense c'est le Dr Zerhouni. Avant, il s'agissait de regrouper deux critères qui étaient exigés, à savoir l'anovulation chronique, mais également l'hyperandrogynie, qu'elle se manifeste de manière clinique ou bien biologique. Bien entendu, tout en excluant les autres causes d'hyperandrogynie, les plus communes sont surtout les tumeurs androgénosécrétantes et l'hyperplasie congénitale des surrénales. 2003, première conférence consensus de Rotterdam sous l'égide de l'ECHRI et de la SRM. Donc, on est passé à 3 critères, il fallait en avoir au minimum 2. Donc toujours l'hyperandrogynie, à la fois clinique et biologique. Donc en clinique, c'est soit l'hirsutisme, soit l'acné, voire même l'alopécie. Et cette histoire très particulière de la morphologie ovarienne à l'échographie, avec des conditions sine qua non qui étaient d'avoir au moins 12 follicules en trop de 2 à 9 mm sur les ovaires et un volume supérieur à 10 mm. Et on a toujours gardé les critères d'exclusion qui étaient quasiment les mêmes. 2018, juillet 2018, European Society of Human Reproduction and Embryology. Et grâce à ces critères, maintenant, on peut s'autoriser à avoir
4 phénotypes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des SOPK sans forcément avoir de l'hyperandrogynie, ou bien un SOPK sans forcément avoir de troubles de l'ovulation. Donc, qu'est-ce qui a changé concrètement? Dans les critères échographiques, le volume, c'est toujours le même, donc supérieur à 10 mm. Et je rappelle à toutes fins utiles cette formule de calcul, même si maintenant tous les échographes modernes possèdent des logiciels qui font ce calcul très facilement et directement. Et le nombre de follicules, c'est maintenant 20 follicules au minimum et non plus 12. Ces follicules doivent être objectivés impérativement grâce à une échographie par voie endovaginale avec une fréquence minimale de 8 MHz. Et il est dit qu'on peut se passer de cet examen, surtout par le biais d'une sonde endovaginale quand il s'agit de prendre en charge ou bien de diagnostiquer des adolescentes. L'hyperandrogynie biologique également. Donc, on nous recommande de doser principalement la testostérone libre ou bien biodisponible. On a pendant longtemps dosé la testostérone totale. Cette dernière nécessite finalement des techniques de chromatographie très complexes et le résultat n'est pas très fiable. Les autres paramètres également qui ont été dosés ancestralement, c'est la delta-4-androsténodium et la DHEA. Ne sont utiles que quand la testostéronémie totale est plutôt normale. En clinique, vous avez le principal critère, c'est l'hirsutisme. Donc vous avez cette belle femme à barbe qui a été exposée dans les foires et les cirques comme des curiosités, des bêtes curieuses, comme un petit peu les acromégales et les jumeaux conjoints et siamois, mais finalement c'était juste un problème d'hormones. Vous avez qui peut être évalué grâce à un score, celui de Ferryman et Galloway, qui va un petit peu évaluer l'existence de poils en excès dans certaines régions du corps, mais il se trouve que ce score est plutôt subjectif. Et disons qu'en fonction de l'ethnie ou bien de la zone géographique où on se trouve, la nature n'a pas gâté ou bien les femmes de la même manière, parce qu'une Scandinave n'a pas autant de poils qu'une Méditerranéenne, une Méditerranéenne autant qu'une comment on appelle ça, une personne d'Amérique latine et autres. Sinon, pour les autres signes d'hyperandrogénie clinique, nous retenons également l'acné et la séborrhée dans près de 40% des cas, même si ceci a été plutôt controversé dans la littérature, mais dans les dernières recommandations, c'est retenu. Il faut se méfier également de l'alopécie androgénique, qui est souvent sous-estimée, qui est un signe qu'on doit impérativement rechercher. Le problème peut se poser également avec l'adolescente, parce que chez elle, l'hyperandrogénie est souvent frustre et difficile à discerner de l'androgénisation physiologique qui survient concomitamment avec l'adolescence. Troisième critère, celui de l'oligo-anovulation. Donc, c'était simplement des cycles longs supérieurs à 35 jours. C'est les fameuses aménorrhées, parfois même une histoire d'aménorrhée secondaire et qui peut durer assez longtemps et qu'on peut très facilement reconnaître grâce à la fameuse courbe ménothermique ou bien par le dosage de la progestéronémie en deuxième phase du cycle. Alors, ce qu'il y a également de nouveau, c'est cette histoire d'hormone anti-mullérienne, que je rappelle qui est une hormone produite par les cellules de la granulosa des follicules en croissance. Donc, dans cette partie, et dans le syndrome des SOPK, il se trouve qu'il n'y a pas de dominance, on n'a pas de follicules dominants. Donc, ces follicules vont essayer de croître tous un petit peu de la même manière, personne ne prend l'ascendant sur l'autre, et c'est le statu quo. Ils se stabilisent et ils produisent énormément d'hormones anti-mullériennes. Mais néanmoins, c'est pas pour le moment un critère qui est retenu faisant partie du SOPK et les techniques de dosage ne sont pas encore très fiables et sont par contre très hétérogènes. L'hyperinsulinisme, bien sûr une résistance, c'est une notion qui était connue depuis pas mal d'années et qui s'intègre finalement dans le cadre d'un syndrome métabolique. Elle n'est ni un facteur causal, mais plutôt un facteur aggravant de la SOPK. Ces recommandations évoquent également l'origine ethnique. Alors, ce qui est curieux, c'est de retrouver des anomalies, surtout de BMI, ce qui est normal, de retrouver des anomalies de BMI dans des pays à fort revenu, un produit international brut qui est un peu fort. Mais ce que je trouve un petit peu peut-être contestable, c'est ce BMI et des ordres métaboliques qui sont également très importants en Afrique.
Les diagnostics différentiels, ce qu'on doit éliminer, c'est ce qu'on avait dit déjà tout à l'heure par rapport à l'hyperandrogynie, par rapport à l'anovulation et à l'infertilité. Et on peut faire la part des choses grâce à un examen clinique soigneux et surtout des dosages biologiques qui sont surtout les paramètres de l'hyperandrogynie. Donc pour faire la part des choses avec les autres causes de virilisation, c'est les tumeurs surtout ovariennes, androgéno-sécrétantes bien sûr, les tumeurs surrénaliennes et le bloc, l'hyperplasie congénitale des surrénales. Pour les troubles de l'ovulation et de l'infertilité, c'est l'hyperprolactinémie, les anovulations hypothalamiques fonctionnelles qu'on retrouve assez fréquemment chez les grandes sportives ou bien les patientes souffrant d'anorexie mentale sont omettre les causes iatrogènes. Les autres problèmes fréquemment rencontrés dans le syndrome des ovaires polykystiques sont ceux des troubles métaboliques. On avait dit qu'il tenait le haut du pavé en inversant la tendance vers la fin de la vie reproductive, avec un risque relatif multiplié par 7 pour les pathologies cardiovasculaires, un diabète type 2 qui est également augmenté de façon tangible, et un risque surtout de présenter un cancer de l'endomètre avec un risque relatif de 2 à 6. Les objectifs thérapeutiques, ça serait tout simplement de supprimer, alors je dis tout simplement, de supprimer l'hyperandrogynie, l'hyperinsulinémie, de corriger les troubles du cycle et surtout de traiter l'infertilité. Pour ce faire, alors pour les troubles métaboliques, il n'y a pas de miracle, c'est les règles hygiéno-diététiques et la fente pondérale, un minimum de 5 à 10% sur une durée de 6 mois. Maintenant, il y a cette nouveauté de la chirurgie bariatrique qui permet de régler certains problèmes pour vraiment les obésités morbides avec des indices de masse corporelle qui peuvent dépasser carrément les 50. Le risque de diabète type 2 repose sur le dépistage, bien sûr corrélé, associé aux règles hygiéno-diététiques. Donc pour le diabète type 2, c'est les glycémies à jeun. Ce qui est recommandé, c'est de faire une glycémie à jeun quand l'IMC est inférieur à 25 et de passer à l'HGPO pour les IMC supérieurs à ce chiffre. Pour le diabète gestationnel, ceci ne change pas des recommandations de 2006 après la fameuse étude APO, c'est ce que nous faisons concrètement tous les jours dans le service de GHR. On peut se faire aider de la metformine, même si ce traitement ne jouit pas d'AMM et ne bénéficie pas d'AMM dans la grande partie des pays du monde. Mais on peut se faire aider grâce en complément des règles hygiéno-diététiques. Et ce traitement a largement fait ses preuves maintenant. Le cancer de l'endomètre, c'est le dépistage. C'est un terme qui est un petit peu incongru parce qu'il n'y a pas réellement d'examen fiable de dépistage pour le cancer de l'endomètre, mais on peut surveiller l'endomètre de manière assez régulière. Et si on retrouve une hypertrophie, il faudra passer à la biopsie, soit à la pipette de Cornier, soit sous hystéroscopie. Mais le meilleur moyen, on connaît déjà l'effet très protecteur des contraceptifs ostroprogestatifs, au même titre qu'ils protègent également contre le cancer du côlon et le cancer de l'ovaire, avec un petit risque relatif de 1,1 à 1,2 par rapport au cancer du sein. L'hyperandrogénie, donc les ostroprogestatifs sont recommandés en première intention, même si l'efficacité est minime, mais il y a une bonne balance bénéfice-risque. Sinon, on passe aux anti-androgènes, et c'est l'acétate de céprotérone, macrodosé, entre 25 et 50 mg. Je sais que l'Androcure a fait couler également beaucoup d'encre en termes de scandale. Dernièrement en France, il y a une relation de cause à effet qui n'est pas tout à fait établie avec l'apparition de méningiome. Et justement, maintenant, tout ça est surveillé par cette Agence nationale de sécurité du médicament. Les mesures cosmétiques pour décoloration, épilation au laser, et ainsi de suite, et les traitements plutôt locaux, dermatologiques pour ce qui est de l'acné. On revient toujours aux ostroprogestatifs, ça permet de régulariser le cycle, même si c'est un cycle artificiel, mais ça permet d'aider énormément les patientes. Bien sûr, tout ceci doit être prescrit selon des clous en rapport avec les contre-indications, surtout vasculaires et métaboliques. On choisira des ostroprogestatifs de deuxième, troisième génération, idéalement mini-dosés. Pour les infertilités, donc c'est les inductions de l'ovulation et la fécondation in vitro. Pour l'induction de l'ovulation, le traitement de premier choix, c'est le létrezol.
C'est un traitement qui est connu. Donc là, je m'adresse à mes jeunes résidents qui le voient un petit peu tous les jours en consultation, comme nous faisons beaucoup de cancers du sein. Ces patients nous reviennent de l'oncologie médicale sous traitement anti-aromatase pour les femmes ménopausées. En dehors de l'AMM, on peut également maintenant le prescrire pour induire l'ovulation avec un risque minime de grossesse multiple. Sinon, à défaut, un traitement mieux connu, le citrate de clomifène, qui lui nécessite un monitorage d'ovulation qui peut être associé au metformine pour potentialiser un petit peu ses effets. À défaut également, on peut passer à un deuxième palier de traitement qui sont les gonadotrophines, avec ce protocole très connu du chronique low dose, avec un risque augmenté de grossesse multiple et qui nécessite beaucoup de conditions de surveillance. La chirurgie, elle a sa place dans ce traitement. On va parler du drilling. Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques quand on a des professionnels et des référents qui assimilent cette pratique à une chaise électrique qu'on ferait subir à ses ovaires. Mais en l'occurrence, c'est toujours repris par les recommandations. Mais bien sûr, toujours, il faut évaluer le risque d'une éventuelle de chirurgie. Je termine. La fécondation in vitro, donc on peut y avoir recours quand les autres traitements ne marchent pas, malheureusement. Donc en résumé, on va dire que c'est une pathologie gynéco-endocrinienne qui est assez fréquente, même très fréquente, qui bénéficie actuellement de recommandations de pratiques cliniques internationales qui permettent à peu près d'uniformiser l'ensemble des pratiques et surtout de permettre de mieux prendre en charge nos patients. Je terminerai avec cette petite image qui est de la Royal Society, qui est l'adage dit nullius in verba, c'est-à-dire ne croire personne en parole. Donc toutes ces recommandations, vous pouvez éventuellement les retrouver sur ces revues. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Dr Hami. On passe directement au débat. Donc je souhaite que les questions soient précises. Voilà. Donc on appelle les communicants, professeur Manser et Dr Benabouche pour le débat. Donc, on souhaite avoir 2 questions par communication parce qu'on a perdu beaucoup de temps. Donc, les questions, il faut qu'elles soient brèves et précises. Merci, Madame Mansour, pour l'exposé sur la contraception. Moi, j'ai un commentaire, une question. Il faut se méfier de la pilule œstroprogestative après 40 ans. En dehors de la pathologie vasculaire, de la pathologie métabolique, il faut se rappeler que la pilule œstroprogestative, pendant 5 ans, au-delà de 5 ans, elle a été confirmée par tout le monde, augmente le cancer du col de l'utérus après 40 ans et le risque relatif est de 1,9, multiplié par 2. Ceci a été étudié partout et récemment, tout récemment, il y a 10 jours, une thèse de doctorat en sciences médicales que j'ai présidé, Dr Saïdi de Cuba, a montré la même chose, une augmentation de cancer du col en cas de prise d'œstroprogestative sur 307 cas, études 4 témoins. Donc, méfiez-vous, la pilule œstroprogestative après 40 ans, je pense que ça devrait être contre-indiqué. Par contre, le dispositif anti-altérant, oui, soit au cuivre, soit associé à la progestative. Merci pour la précision, Monsieur Chir. Justement, pour le cancer du col, c'est vrai qu'il y a une augmentation par rapport
en utilisant l'ostre progestatif, mais c'est-à-dire quand il y a le HPV associé. C'est ça, monsieur Cherlin, ça veut dire que quand il y a un HPV associé, alors les ostres progestatifs favorisent donc le passage à la malignité en présence de l'HPV. Merci. C'est-à-dire les ostres progestatifs favorisent, si vous voulez, la cancérisation en présence de HPV à haut risque oncogène. Ça, pas l'HPV seulement. Le cancer du col, 1,9, ça veut dire multiplié par 2. Le risque est multiplié par 2. Ceci, il a été d'ailleurs à la Sagoule il y a 2 mois. M. David Serfati, qui est le champion de la contraception, il l'a confirmé que pas de pilier progestatif. Bon, il parle de façon générale, mais après 40 ans, ça devient vraiment une contre-indication absolue. Alors qu'on a le moyen de disposer intra-utérin. Voilà ce que je voulais. Docteur Warabi. Docteur Ben Baïbouch, pardon. Il y a juste un mot pour la prise en charge des adénomioses. Il y a un traitement à base de danazol qui n'a pas été, vous ne l'avez pas reporté du tout, alors qu'il donne d'excellents résultats. Quand vous voyez les effets secondaires inhérents au décapeptile avec les bouffées de chaleur et surtout maintenant avec la prise trimestrielle du décapeptile, les effets secondaires ils sont immensément mal supportés. Donc le danatrol reste une alternative. Pour ce qui est je termine avec les syndromes des ovaires polykystiques. Alors le lieu prédictif de la sécrétion, c'est au niveau du hile ovarien. Et dans la conduite diagnostique, la testostérone n'a aucun effet C'est la testostérone qui est transformée en dihydrotestostérone sous l'effet de la 5-alpha-réductase qui est délétère. C'est la 5-alpha-réductase qui fait les dégâts. La testostérone en elle-même, elle est absolument inactive. Si bien que l'acétate de cyprotérone, il agit en inhibant la 5-alpha-réductase, libérant ainsi la testostérone qui reste inactive. Quant à la polémique dont a parlé le docteur Hamid tout à l'heure en ce qui concerne Diane 35, j'ai eu l'occasion de discuter avec les laboratoires Schering à l'époque et ils ont donné comme réponse que Diane n'a jamais été inventée comme pilule contraceptive. Diane 35, contenant essentiellement de l'acétate de cyprotérone, elle a été mise sur le marché sur la base d'un traitement des hyperandrogénies. Je vous remercie. Moi, je voudrais répondre pour ma part. Écoutez, j'avais que 20 minutes. J'ai essayé de donner un maximum d'informations et d'ailleurs pour les hormones, j'ai dit les progestatifs de façon générale. Le danazol n'est qu'un progestatif. Alors par contre, le danazol a autant d'effets secondaires que les autres progestatifs. En plus des autres progestatifs, il est très androgénique. Alors que vous me parlez des signes climatériques de du décapeptile, des analogues de la LHRH, moi je vous parlerai des signes hyperandrogéniques du danazol. Mais effectivement, le danazol, d'ailleurs, maintenant il y a des études qui utilisent le danazol par voie vaginale, qui aurait moins d'effets secondaires, mais je suis d'accord avec vous que c'est un traitement qui fait partie des progestatifs. Dire juste une petite précision par rapport au taux d'expulsion des dispositifs intra-utérins au lévonorgestrel. Alors, il n'est pas dit qu'il y a une augmentation particulière de l'expulsion de Mirena par rapport au dispositif intra-utérin au cuivre. Mais on peut le trouver quand on le place sur un utérus vaste, un utérus trop vaste qui dépasse une cavité qui est trop vaste, qui dépasse les 12 mm. Là, effectivement, on peut avoir une expulsion plus importante. Oui, mais j'ai parlé de l'un des effets secondaires du stérilet
Et dans ce cas précis, qui est l'adénomiose, qui est utilisée des utérus larges. Donc, le taux d'expulsion spontané ou le taux de retrait de stérilet est plus important dans les utérus larges. Monsieur Benaïbouche, merci pour ton exposé extraordinaire. Je voudrais faire un petit commentaire. L'adénomiose, elle est observée actuellement à un âge de plus en plus jeune. Et ça pose un problème de fertilité associée. Dans le traitement chirurgical, tu as fait allusion, mais timidement, à la métrectomie. Je pense que la métrectomie, il faut la faire. Parce que lorsqu'il y a l'adénomiose à 30 ans ou à 35 ans, et ça devient fréquent, la métrectomie apporte des résultats. C'est les études japonaises. Moi-même, j'en ai fait quelques-unes. J'ai eu 2 grossesses. C'est vrai, c'est une chirurgie difficile, mais il faut la faire. Monsieur Mechtouh, d'ailleurs, à Alger, il est en train de faire une série, je pense qu'il est arrivé à une vingtaine de cas. Oui, monsieur Cher, merci pour la question. Effectivement, la métrectomie, encore une fois, 20 minutes, j'ai essayé de respecter le temps. Si on doit parler des métrectomies, on va rester 10 heures, mais il y a une vraie polémique et en plus un problème éthique sur les métrectomies, c'est que le taux de rupture utérine est autour de 6%. Et ce sont des ruptures utérines sur utérus, enfin jeunes, c'est-à-dire des ruptures utérines de deuxième trimestre. En effet, il faut essayer de réduire les indications de la métrectomie. Le problème là, les Japonais le font parce que toutes les études qui ont été faites ont été faites par les Japonais. Je vous informe qu'au Japon, la chirurgie est remboursable et la FIV n'est pas remboursable. C'est pour ça que dans les autres pays, il n'y a pas autant de métrectomie. Mais en effet, lorsqu'il y a échec de FIV et qu'on a utilisé les protocoles ultra longs et qu'on a essayé de faire le maximum, effectivement, la métrectomie est une très bonne indication. Et là, effectivement, le professeur Mechtor, qui est chef de service à Parnay, a une série qui est très intéressante. Il n'a pas eu de problème pour le moment. Et un appel à lui recruter des patientes pour le faire, et il les fait très bien d'ailleurs. Bonjour. Docteur Hami, j'ai 2 petites questions. La première, concernant l'hormone anti-mullérienne dans le cas du syndrome polykystique, est-ce qu'elle est toujours élevée? Si oui, comment est-ce que l'induction n'aggrave pas l'état? La deuxième question, l'utilisation de la metformine, même sans AMM, du point de vue pratique, est-ce qu'elle a donné de bons résultats? Merci. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer en vous précisant que oui, effectivement, l'hormone antimullérienne, parce qu'on le sait, c'est une situation de physiologie de toutes les manières. Quand il y a une accumulation des follicules en trop, c'est ce qui se passe dans le syndrome des ovaires polykystiques, parce qu'il n'y a pas de phénomène de dominance. Je disais que c'est de la physiologie de base. Donc l'hormone antimullérienne, effectivement, s'accroît quand il y a une accumulation du nombre de follicules en trop. Parce que dans le syndrome des ovaires polykystiques, il y a une perturbation de la croissance, du phénomène de recrutement, de dominance et sélection, recrutement, sélection et dominance de ces follicules. Donc ils vont un petit peu se neutraliser les uns les autres sans que personne finalement n'arrive au bout de la course pour sélectionner le follicule dominant. Donc il y a comme ça une hormone antimullérienne en concentration un petit peu élevée parce qu'elle est produite par les cellules de la granulosa qui entourent, qui constituent en fin de compte la matrice de ce follicule. Et pour ce qui est de la metformine, même au AMM, il y a plusieurs produits comme ça en gynécologie, en obstétrique qu'on utilise au AMM. La liste est très exhaustive et très longue. Et effectivement, elle a largement démontré son efficacité. Oui, c'est un fait. L'hormone antimullérienne est de toute façon élevée. L'induction, on peut le faire. Pourquoi elle devrait l'aggraver? Elle n'a pas d'effet délétère et quand on induit de toutes les manières, il faut surveiller. C'est pas un procédé qui est dénué de tout risque. On a parlé du syndrome d'hyperstimulation ovarienne, du risque de grossesse multiple, etc. En fait, je pense que lorsque la MH est élevée, on traite de la même façon, sauf que c'est un facteur d'hyperstime, c'est-à-dire on fait plus attention à l'hyperstimulation.
Monsieur Barkat. D'accord. On a eu deux pathologies faites par deux éminents enseignants. Et dans les deux cas, on nous a averti qu'on va traiter les symptômes. Donc, si en matière de SOPK, vous cherchez la fertilité, l'AMH, dont on vous a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un critère de diagnostic, pas du tout, mais elle vous ouvre quand même une petite piste que si vous voulez faire la maturation in vitro, qui est très très rarement faite par certaines équipes dans le monde, à peu près 100 cas, si vous avez un taux de AMH élevé, c'est peut-être une possibilité. Deuxième point, si je monopolise la parole, vous m'arrêtez, il y a une différence entre l'AMM, si vous voulez, commercial, et l'AMM scientifique. Et puis il y a les bénéfices et risques. La prescription de la metformine, avec les internistes ou autres, n'est pas dénuée etc. Et donc on peut l'utiliser, et surtout que c'est un prix accessible, avec des posologies que vous connaissez. Il y a eu une autre, au risque de vous compléter, si je monopolise, il y a une autre voie sur ce problème d'hyperinsulinisme, etc., où on a parlé de l'inositol, mais nous n'avons pas encore les résultats définitifs. Je pense qu'on va reprendre la dernière question. Je vais peut-être compléter le syndrome des ovaires polykystiques. C'est-à-dire que quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, quand on fait ce diagnostic, il ne faut pas oublier le diagnostic de la NASH, la stéatohépatite. Elle est fréquemment associée. C'est pratiquement le même traitement, disons, les mesures hygiéno-diététiques, mais la NASH, depuis ces dernières années, 2018, 2019, 2020, c'est la première cause de transplantation hépatique aux États-Unis. Donc il faut y penser. Bonjour. Bon, ma question s'adresse à M. Binal Bouch. S'il vous plaît, présentez-vous. C'est Dr Mensous, je viens de Tizi. Alors, concernant l'adénomiose, alors, il y a deux parties, ma question a deux parties. Alors, est-ce qu'on considère l'adénomiose focale et l'adénomiose généralisée, est-ce qu'on pourrait les considérer comme deux pathologies distinctes, tout à fait distinctes, sachant que l'impact de l'adénomiose focalisée sur la fertilité dépasse de loin l'impact de l'adénomiose généralisée. Ça concernant maintenant l'adénomiose généralisée. Alors, je voudrais savoir, selon votre expérience, quand est-ce que commence le pathologique, quand est-ce qu'on sort du physiologique, parce qu'on sait que l'adénomiose généralisée, c'est plutôt un aboutissement à partir d'un certain âge. L'adénomiose, elle est en rapport avec la multiparité et tout, c'est pratiquement un état physiologique, c'est un aboutissement. Maintenant, selon vous, quand est-ce que commence le pathologique? Est-ce que c'est en rapport avec l'âge? Est-ce que c'est en rapport avec l'impact sur la fertilité? Je voudrais savoir cette frontière-là entre le pathologique et le physiologique. Merci. Merci. Merci pour la question. Je commence par dire que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est que quand on dit que l'adénomiose focale est plus sévère que l'adénomiose diffuse, je pense que, comme je l'ai dit, que l'adénomiose focale est presque toujours associée à une endométriose profonde. C'est à partir de là, il est très difficile, par exemple, de connaître la part de l'adénomiose dans l'infertilité, dans l'adénomiose focale, dans l'infertilité. On ne peut pas le savoir exactement parce que, en général, l'adénomiose focale, le